Merci Madame le maire, mes chers collègues. En complément du propos très exhaustif de ma collègue Claire de Clermont-Tonnerre, je voulais attirer votre attention sur la première partie des objectifs de cette délibération, à savoir Paris, ville inclusive, où il est fait mention de la politique du logement. À l'intérieur de cet objectif figurent plusieurs orientations, parmi lesquelles veiller à ce qu'il y ait une diversité sociale dans les quartiers, mais aussi une égalité, qu'elle soit d'ailleurs sociale ou territoriale, entre les quartiers, permettre aux classes populaires de demeurer à Paris et rendre les logements accessibles et abordables pour tous les Parisiens. Nous y venons. Car globalement, bien sûr, nous sommes d'accord avec l'ensemble de cette philosophie qui nous agrée globalement, si ce n'est quand même un angle mort majeur de notre point de vue, c'est l'absence totale de référence au maintien des classes moyennes à Paris. Je ne parle même pas d'un éventuel retour. Car je me permets de vous le rappeler, les classes moyennes parisiennes ont déserté Paris à telle enseigne que c'est 12 000 départs par an, essentiellement classe moyenne. Et pourquoi partent-elles? Vous le savez bien, elles subissent de plein fouet les tensions immobilières du secteur parisien, qui sont toujours très fortes, en dépit même de la crise sanitaire, mais aussi, et dommage que M. Brossat ne soit pas là, parce que l'accession au logement social est de plus en plus difficile, et ça, c'est malheureusement l'une des conséquences de la politique d'urbanisme et de logement qui est pratiquée à Paris depuis près de 20 ans et qui ne favorise pas, c'est moins qu'on puisse dire, ces classes moyennes. Pourtant, les classes moyennes, mes chers collègues, c'est très loin d'être des classes privilégiées. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une classe moyenne, après tout? C'est des commerçants, des travailleurs indépendants, des cadres intermédiaires, même des agents de la fonction publique, tout simplement. En fait, donc des professions intermédiaires dont le niveau de ressources est à peine supérieur au revenu médian des Français, qui est à peu près à 1 780 € selon l'INSEE. Et pourtant, les classes moyennes, laissez-moi vous dire que c'est capital dans la vie de vos quartiers. Parce que tout d'abord, elles consomment. C'est elles qui soutiennent le commerce de proximité. Ensuite, elles payent des impôts, elles sont solvables. Et Dieu sait que les impôts parisiens, c'est quand même quelque chose. C'est elles qui, en réalité, assurent la réalité de votre mixité sociale dans les quartiers. Et arrivé là, en réalité, les classes moyennes subissent une mobilité géographique vers la banlieue ou vers la province, sans les dénigrer, je me précise, mais qui vont ne faire qu'une seule chose, mes chers collègues, augmenter cette espèce de poison du sentiment de déclassement qu'elles subissent. Et après, il ne faudra pas s'étonner de les voir dans quelques années sur des ronds-points. Et après ce constat accablant, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, dans la délibération générale du PLU, vous les oubliez complètement, elles ne figurent pas du tout dans vos préoccupations, c'est scandaleux. Et pourtant, mesdames et messieurs, le PLU, c'est bien le levier principal d'inclusion des classes moyennes à Paris, s'il vous plaît. C'est le levier principal d'inclusion des classes moyennes à Paris parce qu'il permet deux choses. La première, c'est de permettre le développement du parc social parisien pour les classes intermédiaires. Le deuxième, c'est d'éviter la surdensification. Et alors là, je me permets, s'il vous plaît, de faire une petite incise, parce que j'ai entendu tout à l'heure M. Brossat nous indiquer qu'il n'y a pas de problème de densification, parce que la densification est adossée à la baisse de la population. Donc, la densification n'augmente pas. Mais c'est vraiment du grand n'importe quoi, parce que c'est mélanger deux concepts, la densification du bâti et la densification humaine. Moi, si demain la ville de Paris achète un terrain de 200 mètres carrés à une copropriété privée et qu'a construit là-dessus un garage pour mettre des vélos, évidemment, vous ne densifiez pas la population, mais vous densifiez l'urbain. C'est logique. Donc ce qu'a dit M. Brossat tout à l'heure, c'est juste n'importe quoi. Et je me permets de dire au passage, d'ailleurs, concernant cette densification, qu'avant, il y avait un outil qui permettait de la mesurer. Ça s'appelait le COS. Et ça nous donnait un chiffre très objectif, par commune, et même par quartier. Bien, figurez-vous, mes chers amis, que le COS, c'est Mme Duflot qui l'a fait sauter en 2014, lorsqu'il y a eu la loi Allure. Et c'est grâce à ce COS qui est tombé que vous pouvez surdensifier. Moi, je vous donne un exemple. Dans le 15e arrondissement, par exemple, Paris Habitat a acheté un pavillon de ville de 3 étages. Et qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle rajoute 2 étages dessus. Ça, avec le COS, on l'aurait vu tout de suite. Et bien maintenant, ça, c'est possible. Et ça s'appelle de la surdensification. Et oui, la densification augmente à Paris. Alors, pour qu'on soit bien clair, je voudrais que ça soit bien rapporté à M. Brossat. Je vous fais confiance, M. Grégoire, pour lui dire. En bonne synthèse de ce qu'on pense à droite, nous sommes contre la densification urbaine, quelle qu'elle soit. Nous sommes pour la stabilité démographique. Mais nous sommes surtout, et je pense aussi aux jeunes ménages qui voudraient avoir un projet de vie à Paris,
Nous sommes pour l'équilibre démographique dans nos quartiers, car nous ne souhaitons pas les ghettoiser comme vous le faites dans la réalité, c'est-à-dire des zones où il y a une concentration du défavorisé, du très défavorisé, comme nous, on a par exemple le 15e, et des zones très favorisées. Merci de votre attention. Je vous remercie.